ton corps est tight, squeeze les fesses pour justement enlever le tilt de ton bassin. Squeeze les fesses, squeeze ton corps le plus que tu peux, puis je te garantis quand même pas 20 secondes, tu shakes de partout. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde? Bienvenue à l'épisode numéro 35 du Perfo Elite Podcast. Aujourd'hui, on va vous jaser de risque de blessure, comment diminuer ce risque-là pendant une saison, pendant un hors-saison. C'est principalement une peur que tous les athlètes ont dans leur développement, dans une saison, dans leur off-season. Il y a beaucoup de personnes qui craignent l'entraînement parce que les risques de blessure sont élevés à un bas âge ou peu importe, puis que ça nuit à la croissance, ainsi de suite. Donc, on va jaser un petit peu de justement des trucs, quoi faire pendant une saison, quoi faire pendant un off-season, quel prédicteur peut également nous indiquer sur tout simplement un athlète s'il y a plus de risques qu'un autre de se blesser. Donc, on va tout simplement échanger là-dessus tout au long du podcast. Donc, c'est notre prise numéro 2. La première prise, on avait oublié d'enregistrer, donc on s'est dit, c'est un petit warm-up. On devrait être mieux sur le deuxième take. Donc, Matt, est-ce que tu as des tests ou un test que tu aimes faire en début de saison ou quelque chose que tu aimes voir chez les athlètes qui peuvent te donner un petit hint ou une petite indication sur ça sort un petit red flag sur ce joueur-là, il va être à surveiller ou il faut faire quelque chose avant qu'une problématique arrive? Ouais, à la base, il faut comprendre aussi c'est quoi la blessure au hockey. Fait que les blessures qu'on voit souvent, il y a une partie des blessures que tu ne peux pas nécessairement éviter parce que c'est une mise en échec sur une shot, c'est quelque chose de plus mécanique qui va arriver pendant un match, dans le feu de l'action. Fait que ceux-là sont plus difficiles à éviter. Mais tu as tout l'autre aspect aussi qu'on voit beaucoup au hockey, c'est souvent des blessures d'usure ou, une blessure, dans le fond, là, la majorité du temps, c'est une charge de travail, entre guillemets, qui va dépasser la tolérance de ton tissu, de la zone qui est blessée. Fait que quand tu as trop de charge de travail, trop de stress, pas assez de récupération sur une zone précise, ça va souvent amener à une blessure. On le voit vraiment beaucoup. Là. Souvent, en début de saison, comme tu parlais, les gars, les filles sortent du off-season, physiquement, sont à leur top, sont fresh. Après une saison de hockey complet, les petits bobos sortent, puis il y a beaucoup de temps sur la patinoire. Fait que tous ces petits genres de petits bobos-là, ces petites blessures-là vont ressortir. Fait que, en début de saison, comme tu parlais, ce qui va être prédicteur, entre guillemets, de blessure, est-ce que tu as remis ta structure? As-tu pris le temps, la peine de remettre ta structure droite, mettons, pendant l'été? Est-ce que si tu avais des petits déséquilibres, chaîne antérieure, chaîne postérieure, gauche-droite, etc., tu peux en parler plus, tout ce qui est niveau posturologie, là, mais tout ça, as-tu pris le temps de remettre ça droit pour repartir sur des fondations solides ou tu commences déjà ta saison tu croches un peu, puis ça, tu remets du load là-dessus, tu remets de la charge sur une structure déjà moins solide un petit peu. C'est sûr que niveau blessure, ça pourrait arriver. Là. C'est un très bon point. Puis c'est ça, bien souvent, les préparateurs physiques vont se concentrer sur regarder les déséquilibres musculaires, plus en termes de force, si la personne a une difficulté ou mettons, un dumbbell, c'est plus top d'un côté que de l'autre. Mettons, c'est un dumbbell flat press, mettons, peu importe. Là, c'est plus là qu'eux vont des fois se fier. Là-dessus, il y en a qui vont tout simplement pas regarder ça parce que, on va se dire les vraies choses. Il y en a qui sont pas compétents. À partir de là, si la personne se fie juste là-dessus, oui, c'est le fun de ramener le déséquilibre, mettons, de force égale, mais il y en a qui sont pas capables de le ramener tout simplement parce que, justement, tu l'as mentionné, il y a une problématique au niveau postural. Donc, moi, c'est sûr qu'en début de saison, avec les athlètes, c'est un bilan postural complet qu'on fait.
Puis, maintenant, dans toutes les structures, c'est ce que ça va être avec nous là, qu'on va travailler parce que c'est primordial pour éliminer, réduire le plus possible les risques de blessures, puis vraiment connaître l'athlète, tout ce qui est. Puis, là, on a dit qu'on commençait à jaser des blessures en début de saison, mais si on revient en arrière, la saison termine environ avril, tu as des pré-camps, mai. Ensuite, là, vous voyez genre que ça n'arrête plus vraiment. Fait que tu n'as pas vraiment de moment off non plus. Puis tu rembarques tout de suite dans des trainings. Puis là, tout dépendamment où ce que tu vas, ben là, c'est le go d'ouvrir la machine, mais tu n'as jamais pris le temps de te rééquilibrer, puis de regarder où est-ce que tu étais rendu, puis de donner un break à ton corps non plus. Donc, tout ça arrive que quand on reçoit les athlètes en début de saison, ben étonnamment, le 3/4, souvent tout le temps ceux qu'on n'a pas encadrés malheureusement, arrivent avec déjà des problématiques, des déséquilibres qui sont déjà cassés en début de saison. Parce que hey, j'ai eu ça, j'ai tournoi 3A, puis là, ça n'arrête plus. Puis tu as build-up, tu l'as mentionné, en début de saison, des fois, on build-up là-dessus quand on ne regarde pas les déséquilibres, ces trucs-là, mais ça fait qu'au bout de la ligne, ça revient en arrière que on n'a pas pris le temps de bien faire les choses dans le bon ordre parce qu'on avait peur de manquer de temps. Mais au bout de la ligne, ce qui arrive, c'est que tu as l'air encore plus fin si tu te blesses. Là c'est moins le fun. C'est ton développement. Donc, c'est sûr, moi, de mon côté, ça part avec un bilan postural. Puis, de ce qu'on voit, puis tu pourrais sûrement témoigner de la même chose, mais généralement, les joueurs, oui, on veut piquer en fin de off-season pour le camp et pour starter le début de saison. Mais bien souvent, le monde qui a encore des athlètes oublie de justement refaire une balance structurelle puis de corriger la posture comme il faut dans le off-season pour justement être le plus possible, optimalement parlant. Je ne suis même pas sûr que ça se dit comme mot, mais sinon, ben, je viens de le breveter. Mais de justement être tu veux piquer, tu veux atteindre le plus haut potentiel que tu peux atteindre, ben ça part tout simplement de ton corps, s'il est aligné. Comment est-ce que tu veux performer? Si tu as des pieds disharmoniques, il y a une répercussion sur ton bassin, puis sur ton dos, puis sur tes épaules, puis dans ton cou, puis dans ta vision, ben là, tout est interrelié tout simplement. Donc, ça, c'est un énorme red flag de mon côté. Puis quand j'ai encore les athlètes, là, justement, là, en début de saison, surtout, là, par ça, c'est de faire les suivis au travers de la saison, mais ça part de là. Puis par rapport à ça aussi, tu parlais de gros manque de ce côté-là, puis ça aussi, on le voit, là, notre exemple, l'athlète a un déséquilibre, peu importe, là, plus fort d'un côté, il fait du bench plus fort d'un côté que de l'autre, hey, pas grave, prends des dumbbells, ça va revenir. Mais t'as une minute, là, la job, le travail, c'est de trouver pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ces genres de déséquilibre-là ou d'asymétrie-là. C'est ça la job, c'est de trouver le pourquoi puis de la corriger, pas juste de mettre un plaster, mettons, sur le bobo, puis on essaie de rééquilibrer ça, mais finalement, il y a combien de joueurs de hockey avec qui on travaille que, mettons, en plein milieu de la saison, hey, j'ai mal dans le bas du dos, j'ai mal ici, j'ai mal là. Ah, mais c'est pas grave, j'ai tout le temps eu ça. Ben, non, c'est pas normal. Ça arrive tellement tout le temps. C'est ça. Mais pourquoi tu as mal au bas du dos? C'est-tu parce que ton bassin est instable? C'est-tu parce que justement tu chiffres d'un côté ou de l'autre? Il faut que tu règles ça. Tu ne peux pas avoir des problèmes chroniques comme ça toute ta vie puis juste mettre un petit plaster dessus au fur et à mesure que ça vient. Là. Fait que non, c'est un super point que tu as apporté là pour tout ce qui est, mettons, plus postural ou même système musculaire, des choses à faire, des trucs comme ça. Ouais, puis c'est soit ça ou, mettons, il t'arrive avec cette histoire-là, puis tout simplement, il t'arrive, puis là, c'est normal, là, ça fait 3-4 ans, là, je vais chez Kiro, peu importe la profession, aux 2 semaines, là, puis ça fait du bien, mais ça revient, puis je retourne. Ouais, là, je suis comme, ben là, voyons, c'est pas un abonnement à vie, ça, là c'est pas supposé avoir un abonnement à vie, tu sais, normalement, 2-3 séances, merci, bonsoir, c'est réglé si c'est un problème qui est superficiel, qui est, niveau plus biomécanique. Mais quand ça arrive, c'est que le problème il est vraiment plus profond, puis il est plus à la source, tout simplement. Puis c'est généralement la posture et le système nerveux. Puis, mais c'est plate, c'est tellement moins chic, puis moins élégant faire des exercices de posturologie, des exercices du système nerveux, que d'aller
chez Chiro, d'aller peu importe où. J'ai rien contre les Chiro, mais je donnais ça comme ça, au ostéo, peu importe. Mais c'est tellement moins sexy et moins élégant faire ça, surtout que dans le gym, peu importe, le monde te regarde à travers là, quand tu fais certains exercices, sauf que c'est ça qui fait la grosse différence dans un développement, mais aussi dans la diminution des risques de blessures. Puis, la posture n'est pas là juste, là on parle de risque de blessure, mais elle n'est pas là juste pour diminuer les risques de blessure, elle est là pour aussi potentialiser les performances également. Si tu as un déséquilibre, mettons du système nerveux, postural, donc biomécanique, comment est-ce que tu veux, si tu as les deux pieds dysharmoniques, déséquilibre des hanches, comment est-ce que tu veux être efficace dans tes croisements, dans tes freinages, dans tes stop and start, dans tes départs rapides? Tu peux juste pas. En plus, on le dit tout le temps, mais tu es sur une lame de 4 mm. C'est sûr que tu vas avoir une déviation et tu vas avoir beaucoup, beaucoup de pertes de force. Ça, c'est inévitable. Donc, c'est super important, ça. Puis, pendant une saison, après ça, bon, je n'ai parlé un petit peu, mais tu as des exercices posturaux qu'on peut venir appliquer tout simplement qui viennent aider à ce niveau-là. Puis à ça, il y a des exercices aussi plus musculaires, là, comme c'est pas le fun de faire un trap 3 raise. Là, c'est vraiment pénible, c'est vraiment pas le fun. Tu as des 5 livres, ça a l'air la fin du monde. Sauf que c'est ce genre de mouvement-là qui est extrêmement payant et qui vient prévenir beaucoup de blessures, des external rotation pour la courbe des rotateurs, ces trucs-là, ben, ça reste que c'est pas le fun, c'est pas t'as pas l'impression de progresser ou de gagner sur la glace nécessairement, mais il faut que tu le vois au-delà d'eux, puis il faut que tu vois que ça va t'enlever ou réduire le plus possible de la liste des blessés. Puis ça devrait être un objectif numéro 1, surtout une season. Ce genre de mouvement-là. Je ne sais pas si. Bon, il en existe plein d'autres, Matt. Là, si tu veux donner des exemples de mouvements que tu aimes utiliser dans une saison qui target un petit peu justement le rééquilibre, la balance structurelle. Ben, premièrement, il faut penser à qu'est-ce que le hockey en tant que tel va t'amener spécifiquement comme trouble ou comme posture, tout comme ça. Puis il faut que tu aies après ça trigger autre chose, mettons, qui souvent va être moins utilisé. Pendant une saison de hockey, personnellement, j'adore travailler tout ce qui est plus, mettons, chaîne postérieure, fait que, fessier, même ton corps, tes ischios, parce que souvent, c'est des muscles qui deviennent super difficiles à solliciter pour un joueur de hockey parce que sa patinoire, tu vas utiliser tout le temps les mêmes patrons de mouvement, les mêmes angles de mouvement. Fait que ces muscles-là deviennent difficiles à recruter sur la glace, mais aussi dans le gym. Fait que des fois, c'est vraiment juste d'activer un peu ces muscles-là qui sont plus difficiles à aller chercher. Puis juste ça t'aide à garder ta structure droite. Exemple, on parle souvent du bassin d'un joueur de hockey pas qui flippe, mais qui relève un peu par en arrière parce que, justement, souvent, ta chaîne antérieure va tirer vers le bas ton bassin, ton corps est plus difficile. Mais ce qui peut ramener ton bassin un peu plus droit, c'est tes ischios qui sont attachés dessus. Fait que, si tu es capable d'activer tes ischios, des renforcer, ben, ça te permet de garder un certain contrôle sur ton bassin. Puis ça limite beaucoup tes risques de blessure. Même chose au niveau, exemple, haut du corps. Un goaler, même les joueurs, on le voit souvent, les épaules arrondissent vers l'avant. Des fois, la main du bâton en haut, on le voit aussi encore plus de ce côté-là. Bien, tout ce qui est exemple, tirage, mettons, plus vers le derrière de l'épaule, un peu comme ça, travail scapulaire, hyper important pour te garder le plus droit possible, mettons, puis éviter on a commencé en disant souvent ce qui va apporter des blessures, c'est de la surutilisation de certains muscles, passer de récupération. Ben, c'est exactement ça. Tu veux solliciter d'autres muscles, ramener tout ça droit pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes muscles et les mêmes groupes musculaires qui mangent la claque chaque jour. Là. Non, 100%. Puis tu l'as mentionné, mais justement, le fait que ton bassin est tilt à cause de la chaîne antérieure, ben, c'est bien souvent le monde, puis là, ça m'amène à parler du corps, mais ça en est un aspect, mais aussi l'aspect du corps. Puis s'il y a des jeunes que j'entraîne régulièrement, c'est un peu un running guide quasiment, mais à toutes les fois qu'on fait, peu importe, le back squat, n'importe quel exercice ou presque, je dis tout le temps le fameux séquence de mots core tight. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Puis je ne vais jamais arrêter de le dire parce qu'ils perdent énormément de bracing. Surtout ceux qui commencent à travailler avec moi principalement, mais les autres sont habitués, mais c'est tout le temps ça. Puis là, à un moment donné, ça arrive que Phil, petite douleur dans le bas du dos sur le squat. OK, parfait, good, mes temps, on va aller regarder. On fait le back squat. Je regarde avec mon doigt, mettons, mes mains. Le core, c'est zéro engagé. Là, je dis OK, squeeze. Puis là, mes doigts ne sont pas supposés rentrer dans le core, puis boum, là, c'est tight. J'ai pas mal. Ben, regarde donc, tu ris quand je dis core tight, sauf que tu ne l'appliques pas. Ben voilà, tu sais. Ça, leur core est énormément faible, bien souvent. Puis c'est un muscle qui est extrêmement important pour performer sur la glace. Mais aussi, c'est lui qui va te permettre tout ce qui est transfert de force, rotation, anti-rotation, et ainsi de suite. Mais c'est aussi un muscle qui est extrêmement important pour prévenir les blessures, puis tout simplement de justement éviter le plus possible ces risques-là, dans le gym surtout, mais sur la glace également. Donc, c'est ça, Fabien. Je peux faire un petit point plus pratique sur ce que tu dis, là, parce que ça, pour vrai, c'est 100 000 % vrai. Ce que souvent, mettons, on entend parler, hey, moi, j'ai un bon corps, je suis capable de faire 50 V-up ou 50 redresse-massy. Si tu fais 50 redresse-massy ou V-up, genre, je te confirme que tu ne travailles pas ton corps, tu travailles sur ton fléchisseur de la hanche. Parce que, tu sais, pour travailler ton corps, mettons, exemple, tes obliques, tes trucs, tu sais, vraiment ton gainage abdominal, bonne chance pour mettre ça sous tension pendant une minute et demie. C'est vraiment, tu sais, il faut absolument que tu mettes tes muscles sous tension avant de travailler pour travailler ton corps. Puis, justement, tu sais, comment moi, j'aime beaucoup l'enseigner à les plus jeunes, les puis même les plus vieux qui ont de la difficulté à sentir le muscle, puis vous le laisserez dans votre gym. Tu prends un ballon, là, un swish ball, là, un gros ballon, mettons, d'exercice. Tu te mets en position dead bug, fait coucher sur le dos, les jambes, les genoux à 90 degrés, puis les bras en l'air. Puis je demande juste de squeeze avec tes avant-bras puis tes genoux le ballon le plus que tu peux. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu sollicites ta chaîne, mais tu sais, le bas de ton corps, le haut de ton corps, puis tu n'as pas le choix de squeeze. Fait que si après ça, tu es capable de me faire 50 V-up, ouais, tu as un solide corps, mais ça m'étonnerait pas mal. C'est soit ça ou j'ai fait 10 minutes de planche. Ouais. Là, j'allais dire le F-word, je ne le dirais pas, mais oublie ça. C'est impossible. C'est possible, mais c'est zéro ton corps que tu travailles, 0 puis 4 barres. Tu sais, t'as le dos rond. Fais une bonne planche là, où est-ce que tu es droit. Il n'y a aucune courbure dans ton dos. Là, où est-ce que tes scapulas sont tight, ton corps est tight, tu squeezes les fesses pour justement enlever le tilt de ton bassin. Squeeze les fesses, squeeze ton corps le plus que tu peux, puis je te garantis quand même pas 20 secondes du shake de partout. C'est sûr, ouais. Ben oui. Puis une planche ne devrait pas durer 1 minute, 2 minutes, 1 minute et demie. Devrait justement durer un 30-45 secondes parce que c'est tape out de même. C'est de l'isométrie quasi pure, littéralement que c'est. Mais à la minute que tu relâches un peu ton corps, c'est sûr que tu es capable de t'offrir. Tu vas avoir mal dans le dos avant. C'est pas normal, puis c'est pas supposé. Mais tout repose après ça sur tes ligaments, puis tout ça. Tu travailles aucunement ton corps. Fait que ça c'est une énorme erreur. Énorme erreur que presque, pour ne pas dire 99% des athlètes font. On va dire 98% pour rester un peu réserviste. Mais tu sais, ça, c'est fou. Là. Juste cette petite différence-là, vous l'appliquez, puis c'est un game changer. Puis après ça, pour le corps, il n'y a pas juste tout ce qui est isométrie à faire. Il y a tout ce qui est rotation et anti-rotation également à travailler. Ça pourrait être un sujet d'un autre podcast, mais il faut comprendre que, justement, si on fait un wrap-up, c'est important de bien évaluer les détails, puis pas juste évaluation superficielle, mais vraiment d'aller profond avec un bilan postural. Et ça, pas juste en début de saison, mais faire des suivis. Moi, j'aime bien le faire au minimum 3 fois dans une année avec les athlètes. Puis, après ça, c'est que à partir de là, tu cernes un peu le protocole à utiliser pour éliminer les déséquilibres tout simplement postural,
puis tu utilises les exercices qui sont moins élégants, moins sexy, moins le fun à faire, mais dans justement l'optique de prévention de blessures, réduire les risques le plus possible. Tout se passe généralement tout au niveau des hanches, le corps, les épaules. Bien souvent, c'est tout là que les blessures surviennent, généralement. Donc, tu sais, aussi niaiseux que pour les gardiens, ils utilisent énormément leurs adducteurs. Un Copenhagen Plank, ou un grow and raise ou des trucs comme ça, c'est des petits exercices que si c'est bien planifié, c'est bien fait, ben, ça va énormément prévenir tout ce qui est blessure au niveau des adducteurs, que ce soit l'aine, ces trucs-là. Bon, c'est aussi valide pour les joueurs, mais bien souvent, les gardiens vont aller dans des amplitudes assez plus extrêmes, disons-le comme ça, qu'un joueur, mais c'est extrêmement important. Puis, aussi, de toute part, pour prévenir les blessures, on n'en a pas parlé, mais un bon warm-up avant pratique, game, training, c'est pas un warm-up cardiovasculaire, un warm-up dynamique, mobilité et activation de ton système nerveux. C'est les 3 composantes qu'il devrait avoir dans un warm-up. Puis, ça va être le sujet du prochain podcast, tout simplement. Un bon warm-up. Tu parles, mettons, aussi de tout ce qui est prévention de blessures, bon warm-up, pas une balance structurelle, trucs comme ça. Archi vrai, mais c'est tellement aussi important pour ta performance directement, là, dans le sens que, là, tu parles de warm-up, est-ce que tu irais faire un PR au deadlift? Tu sors de ton divan, tu n'as absolument rien fait, tu vas prendre ta barre, puis tu penses que tu aller lever le plus lourd que tu peux dans un deadlift. Tu vas t'échauffer, tu vas t'activer, tu vas te préparer à ça, tu vas monter une charge, mais c'est la même chose avant une game de hockey, avant une pratique, avant un gym ordinaire. C'est que tu as besoin de cette activation-là, autant pour la performance, mais pour ta prévention de blessures aussi, comme on dit. Là. 100%. C'est super important. 100%. Fait que, sur ça, j'espère que vous avez été chercher quelques petits bouts de segments que vous allez appliquer tout de suite, parce que c'est un game changer, tout simplement. Ces petits points-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez des reviews 5 étoiles, que ce soit sur Apple Balado, Spotify. Donc, partagez-le à des collègues, des coéquipiers, des amis si ça peut les aider ou que vous savez qu'ils ne contactent pas leur corps. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, bonne semaine, puis on se dit à la semaine prochaine.